On a l'honneur de recevoir Reza, grand photographe, j'allais dire interplanétaire, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous confier cette exposition. Oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai toujours cru que plein de choses, et tout ce qui arrive presque à nous, il y a des raisons. Des fois, on ne connaît pas immédiatement les raisons, et après, des fois, plus tard. Et comme je vous disais, je suis un amoureux de poésie aussi. Et quelqu'un me disait, mais avec tous les souffrances de l'humanité que vous vivez, vous voyez, vous photographiez, comment vous en sortez, comment psychologiquement, comment vous faites pour ne pas être atteint. Je dis, ne pas être atteint, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, on est atteint. Mais c'est après qu'il faut qu'on voit comment on peut. Et moi, il y a plusieurs façons que j'ai trouvé de rester debout, de ne pas devenir cynique, d'être ému autant que chaque fois. Une, c'est la poésie. Ça m'aide beaucoup à lire la poésie et différents poètes. Et, parmi les poèmes, il y a une poète persane qui s'appelle Saadi de Shiraz. Il est de la ville de Shiraz. Et c'est quelqu'un qui a voyagé aussi pendant 30 ans, en XIIe siècle, partout, presque là où je voyage maintenant. Et à la fin, il a fait 2 livres. C'est pas du tout une chronologie de ses voyages. C'est pas du tout, voilà, en disant aujourd'hui je suis arrivé à telle ville, j'ai vu ça, j'ai mangé ça. Mais à la fin, il a pris 9, je dirais, valeurs, qui est la passion, l'amour, l'amitié, la jeunesse, la vieillesse, et tout ce qu'il a appris dans ses voyages, sur ce thème, il raconte, voilà, l'histoire de l'humanité, comment je vois, qu'est-ce que c'est la passion, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la jeunesse, la vieillesse, et tout ça. Et son livre, il s'appelle Jardin des roses. Et j'ai, pendant longtemps, avant l'invention des téléphones et tout ça, dans mes voyages, parmi les livres que je prenais, c'était ce Jardin de roses. Et quand on me parlait de jardin d'images, enfin de cette, j'avais cette impression. Il n'y a pas que des roses. Exact, il y en a même plus. Mais ça, c'est, comment dirais-je, symbolique. C'est plutôt jardin des fleurs. Et c'était, pour moi, presque je voyais ça, même avant de venir ici. C'est pour ça que, dès que j'ai entendu de ce projet de jardin d'images, vraiment, j'ai dit, ok, allons-y, faisons-le, parce que c'est comme si il fallait qu'il existe ici. Et en arrivant ici, j'ai eu encore la même impression que, comme avant, j'expliquais l'importance de l'impact de l'image dans le monde aujourd'hui, ils font partie presque maintenant de ces images, et après, j'espère, plus tard, les photos de Gérard ou d'autres photographes, chaque fois qui vont devenir ici, à côté de l'église, à côté de ce bâtiment aussi extraordinaire, qui est le symbole de beaucoup de choses, hein, de tous ces bâtiments anciens, surtout pour moi, architecte, quand je me trouve entre un jardin de fleurs et un bâtiment magnifique, vous comprenez les joies que j'ai. Donc, bravo pour tous les gens qui ont œuvré, avant tout pour les 32 ans que vous avez tenu commencer ce festival. Hein, 32 ans, c'est toute une vie, bravo vraiment. Et après, et tous les autres qui font que ça existe. Voilà, je suis vraiment très très touché de votre accueil, de cette façon où cette ville a repris déjà de se mettre en avant de ce que beaucoup des villes du monde, maintenant, ils commencent à se réveiller en disant la photographie est importante, on va faire quelque chose. Et vous, ça fait non seulement depuis 32 ans vous le faites, mais comme je disais, vous avez déjà un trésor qui est Gérard Houteau et son travail, et que
je serai vraiment avec vous de tout ce que vous voulez faire. Merci de votre présence et on va continuer comme ça de faire. Bon, c'est pas un secret, hein, je passe beaucoup de temps dans les zones de guerre et conflits et les camps de réfugiés et la souffrance humaine que ces moments magnifiques ici. Mais dans mes photographies, comme vous avez vu, ce que je cherche, étant une pacifiste, je veux que les gens comprennent pourquoi il faut se battre contre la guerre. Il faut vraiment se battre contre la guerre. Ça, c'est un des messages que j'essaye par mes photographies de... Et c'est pas seulement, quand je parle de la guerre, c'est pas seulement la guerre des fusils. Parce que récemment, j'avais une exposition à Paris dans un endroit qui s'appelle Académie de climat sur l'écologie et les ravages de l'écologie que j'ai photographié depuis 30 ans aussi. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est étonnant, monsieur, moi je ne savais pas que vous travailliez sur ça. J'ai dit, ça, vous savez ce que c'est? Tout ce que j'ai fait, les photographies des guerres, c'est les petites guerres. Les petites guerres, ils se passent en Afghanistan, en Ukraine, en Rwanda, et c'est seulement les gens localement qui sont pris au piège de ces petites guerres. Mais la vraie guerre et la grande guerre, c'est la guerre contre le climat. C'est la guerre contre les ressources naturelles. C'est la guerre contre tout ce qui existe sous la terre et que les victimes de ces guerres, c'est l'ensemble de l'humanité. C'est pas seulement les Ukrainiens aujourd'hui qui souffrent, mais la guerre contre tout ce qui est naturel. Nous sommes tous quelque part victimes de ces guerres. C'est pour ça que je travaille aussi et constamment sur le même thème. Donc ça fait partie de ce genre de photographie pour moi que, en faisant sur un sujet sur la mer Caspienne, à un moment je me suis trouvé une groupe de danse au bord qui faisait leur entraînement à côté d'une grande usine qui émet évidemment c'est pétrole. Pétrole, comme on le sait, c'est presque 80% de conflits aujourd'hui. Quand vous grattez un petit peu, les raisons, c'est gaz et pétrole. 80%. Les autres 20%, c'est autre chose. Mais tout ça entre les économies. Et c'est ça que j'essaie de montrer. Mais pour arriver à ça, certes, dans la guerre, vous avez des destructions, vous avez des morts, des blessés. Il faut les photographier, il faut le garder parce que je suis là. Je ne peux pas dire je fais pas cette photo. Je suis là pour le faire. Mais je mets pour l'histoire. Ce que j'ai envie de montrer, ce sont ce genre de photographies que les gens ils peuvent passer du temps à regarder, à réfléchir, à être émus. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est le premier, je dirais, vous voyez quand on met la clé dans la voiture et on tourne, la première, la voiture qui va se mettre en marche. Ça, c'est l'émotion. L'émotion, ça nous fait réfléchir. Après l'émotion, c'est la réflexion. Évidemment, après réflexion, c'est action. Donc, d'où l'émotion, réflexion et action, parce que chacun de nous, nous avons ce devoir agir par rapport à tout ce qui est autour de nous. Voilà. Donc ça. Ouais, c'est exactement ce que je disais dans les guerres. Ça dit tout, enfin. Ouais. Être pacifiste, aller dans les zones de guerre, et chercher des photographies que quelque part emmènera une réflexion en disant pourquoi avoir ça dans le fleuve. C'est exactement ce que je sais. Mais il faut trouver le calme, le moment, ça tire,
il explose, vous voyez les fleurs, et ça tombait. Et il faut bien cadrer, il faut bien mettre la lumière, il faut que tout soit dans l'art de règles de jeu pour que ça ait un impact. C'est pas parce qu'on photographie la guerre ou on photographie la souffrance humaine qu'il faut faire n'importe quoi. Au contraire, quand on regarde le fameux tableau de Goya, vous voyez, qui est très, très connu avec l'exécution, il a mis tout son art. Or, on peut dire que c'est une exécution. Pourquoi il a fait une telle œuvre magnifique d'une exécution? Parce que l'art, c'est l'art. Il faut, quand on crée quelque chose, il faut créer avec tout son âme. Sinon, c'est pas l'art, c'est juste une image. Ça, c'était dans le travail récent que j'ai fait, le conflit entre Azerbaïdjan et Arménie dans la zone Karabakh. C'est là où, depuis 5 ans que je travaille, je prépare un grand livre qui va être mon prochain livre. Et ça, c'était l'issue d'une de ces photographies de cette conflit. C'est Rambo, hein. Certains aujourd'hui me disaient aussi qu'il y a quelque chose dans vos portraits que ça attire et que comment vous le faites, comment vous arrivez à faire ces portraits. Et ma réponse c'est simple. Enfin, vous voyez, quand on parle avec quelqu'un, on a tous fait la même chose. Et même si vous avez un conflit ou vous voulez vraiment comprendre ce qu'il dit, c'est vrai ou non, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit, regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu dis, c'est vrai ou non. Hein? On utilise toujours ça. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu dis. Pourquoi ça? Parce que on croit tous qu'il y a dans le corps, il y a une âme. Et bien, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et en réalité, c'est ça qu'on voit dans le regard des gens. Sauf que, comme tout, hein, on ne va pas ouvrir ces fenêtres à n'importe qui, à tout le monde. On va ouvrir la fenêtre aux gens qui connaissent, qu'on a confiance. Donc, la première chose, c'est arriver à une confiance, à créer cette confiance envers la personne que vous voulez photographier. Comment créer une confiance quand vous courez sous les bombes ou dans la guerre ou autre? Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est pas un jeu pour dire que je veux faire comprendre à la personne que j'ai confiance en moi. Il faut que vraiment ça soit ancré dans vous. Ce lien avec l'autre. Cette envie que vous voulez le connaître. Cette envie que vous aimez vraiment cette personne. Que vous voulez tout pour comprendre sa situation. À ce moment, il se passe un moment magique. Et là, on arrive à... on n'a que juste appuyer sur le bouton, rien du tout. Mais avant d'arriver à ça, j'ai dit, il y a tout un travail. Et le plus important, c'est que ce soit ancré dans vous, cet amour, cette passion pour l'autre. Ça, c'est aussi un autre exemple de ce que je disais par rapport à la destruction, à la guerre, à la réflexion. Vous voyez, cette photo, la composition, pour tous les gens qui connaissent la ligne d'horizon, les perspectives, le mouvement, toutes ces personnalités sur ça, en couleur, la personne qui est là, qui tient. Enfin, quand on regarde bien, il y a tout
de ce qu'est les règles d'art, comment dirais de composition, couleur et autres. Donc, on va regarder. On va pas fermer les yeux en disant oh, et après, on se rapproche, mais quelle est l'histoire? Là, en 96, je suis parti au Cambodge avec Serge Moiti, qui est un caméraman qui fait des documentaires, pour UNICEF et l'Express, de faire un grand travail sur les mines antipersonnelles. Je suis très actif dans beaucoup de comités anti-mines antipersonnelles. Il faut, parce que c'est les mines qui tuent beaucoup plus les enfants que les grandes. Il y a beaucoup plus de civils que les soldats. Donc vraiment, c'est une arme de lâche. Il tue les enfants et des civils. Donc je me bats contre ça. Et en faisant le reportage, parce que Cambodge était infesté par les mines, il est toujours, j'entends une histoire invraisemblable. On dit qu'il y a un train qui va vers la frontière thaïlandaise et que ce train, sous les rails, de temps en temps, ils mettent des mines et ça saute. Donc, le gouvernement ou les SNCF ou les RATP cambodgiens, ils ont eu une idée en disant on en a marre de... Parce que quand le premier qui arrive, c'est le locomotive, c'est là où il y a le chauffeur, et il monte sur la mine et ça saute. Donc ils ont dit, ah, on a une idée, on va créer une très longue plateforme assez, comment dirais-je, assez lourd, assez épais, lourd, et que c'est pas lié au locomotive. Le locomotive, il pousse seulement. Oui, là, ici, comme ça. Et donc, si il y a une mine, c'est la plateforme qui va sauter et le locomotive, non. Sauf, c'est là où moi j'étais étonné, on dit, les gens, mais vous savez, la plateforme est gratuite. Donc tous les pauvres paysans, tous les pauvres paysans qui doivent emmener leur kilo de oignons pour vendre dans le marché au bord de la... Ils vont sur ça. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, il y a plein des gens qui ont leur sac qu'ils vont emmener dans le marché et ils vont retourner sur les mêmes. Donc je me suis dit, le seul moyen de traduire ça en photographie, c'est voyager avec. Au début, tout le monde m'a dit, mais ça va pas. J'ai dit, oui, ça va pas, mais il faut que j'aille. C'est vrai, il y a plein de gens qui ont essayé de m'empêcher de monter sur ça. Mais finalement, le jour où c'est rien passé, j'étais sur locomotive pour pouvoir photographier ça. Et voilà. Et, sauf que j'avoue que j'avais un œil sur les rails parce que je me disais, dès que je voyais un petit truc, oh là là, c'est ça, là, ça arrive. Mais finalement, c'est pas arrivé. Donc voilà, là, maintenant que vous voyez ce que je disais, c'est comment arriver une histoire incroyable, traduire en photographie, mais après, une fois que vous avez su cette histoire, là, les mines antipersonnelles, pour vous, ça devient quelque chose que, je peux dire, intéressant, concret, vous voulez en savoir plus. Et demain, vous voyez une ONG qui se bat contre les mines antipersonnelles, ça, ah oui, moi je vais faire partie de ça, je vais les aider. Donc c'est comme ça que la photographie, je disais, il influence les Français, et les gens et à la fin les sociétés. C'est pour ça que la photographie est l'arme de reconstruction massive de l'humanité, pour moi. Kessel, ça vous dit quelque chose? Kessel, le cavalier de Kessel, le fameux livre que Kessel a fait, c'est sur ça. C'est le sport le plus, je dirais, dur et viril et dangereux du monde. Ça se fait à cheval
c'est on dit polo maintenant, il y a de différentes formes, mais ça c'est la plus ancienne forme de ce sport où les deux équipes ils sont à cheval et la veille du match, ils ont coupé voilà, la tête d'un vœu assez grande. Une fois que le sang est parti, ils mettent ça dans l'eau pour que le corps il absorbe l'eau, il devient lourd. Et après, ils amènent et ils mettent au milieu de terrain. Et quand l'arbitre a sifflé, allez-y, tout le monde attaque et il faut qu'ils viennent voilà, attraper et prendre ça et emmener au goal. Et que les autres, bah, ils vont faire la même chose, ils vont essayer de empêcher. Et donc ça, c'est... on appelle ça les bouskashi. Et Kessel a fait toute une histoire sur... il joue encore en Afghanistan, au Pakistan, une partie de... Il le joue encore. Cette photo, je suis monté à cheval moi-même, parce qu'en Afghanistan, je voyageais beaucoup à cheval, je fais beaucoup... je ne suis pas un cavalier de comment on appelle ça, d'équation, manège, mais j'ai beaucoup voyagé à cheval, j'adore, j'ai même perdu 3 chevaux dans les guerres. Et ça, j'ai dit, je vais faire la photo vraiment en rapprochant le plus. J'avoue qu'au bout de 15 minutes, j'ai dit, non, ça va, j'ai fait quelques photos et je suis rentré. C'est pour la photo, le groupe. C'est maintenant, oui. Eh ben voilà. Avec 3 cas différents, et on se retrouve dans aucune séquence. Si c'était le premier un petit peu. Alors je l'avais pas fait, mais il y a Marie-Claude qui m'a dit, on va envoyer la liste. Merci Voilà. beaucoup. Et le